Voilà. Alors sinon, ben, aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de présenter Gérard Bonnet, hein, qui fut longtemps journaliste indépendant? Il est docteur en histoire, et d'ailleurs il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire des Pyrénées-Orientales. Hein, alors il y en a un certain nombre d'abord. Hein, je ne veux pas me tromper dans les titres, donc je vais prendre Un siècle d'histoire d'un quotidien de province, l'histoire de l'Indépendant quand même, qui est le journal important du département. Il a travaillé aussi avec le nouveau dictionnaire des biographies roussillonnaises, hein, et il dirige toujours cette collection qui a 2 tomes maintenant. 2, et le reste à venir sera mis en ligne prochainement. Voilà. Donc il y a déjà 2 tomes qui sont là d'ailleurs. Et puis bien entendu, mais aussi l'histoire de la presse. Hein. Il a écrit un ouvrage sur l'humanité de Jaurès à nos jours, hein. Un dictionnaire de la presse française pendant la Révolution. Et puis bah voilà, comme il l'avait expliqué, parce que je l'avais rencontré à la sortie de son livre, en regardant un peu le passé, je dirais, judiciaire de la presse, il est tombé sur une agence qui s'appelait l'Agence Inter-France, qu'il a découvert et qui visiblement a dû être découvert par beaucoup de monde parce qu'on n'en avait jamais entendu parler. Et comme il m'a dit, ça a été un élément déclencheur. Et alors il s'est mis à jouer les archéologues dans les journaux de l'occupation. Et il a offert à ses lecteurs, il est en vente, hein, il y en a un exemplaire là, il y en a derrière. Il y a un énorme ouvrage qui est, moi j'ai pensé qu'on pouvait dire que c'était une véritable anthropologie de la collaboration, parce qu'on touche tous les aspects à travers tout ce qui est de la propagande et de la presse. Et ça permet je pense que c'est un élément important pour cerner comment s'est passée cette collaboration et comment elle s'est appuyée idéologiquement, hein, comment elle a pu se développer grâce à ça. Mais bon, c'est pas moi le spécialiste, je suis ni archéologue, ni anthropologue, ni journaliste, donc je laisse la parole à Gérard Bonnet. Voilà. D'accord, pas de problème. C'est lui. C'est resté. Non. Voilà. D'être nombreux de venir m'écouter pour cette conférence sur l'Agence Inter-France. Avant de parler directement de l'Agence Inter-France, j'aimerais vous expliquer comment j'ai découvert cette agence. Je pose une question toute simple. Qui parmi vous connaissait jusqu'à maintenant l'agence? Qui en avait entendu parler? Comme à l'école, levez le doigt. Personne. Toutes les conférences que j'ai pu faire, ça a été la même chose. Moi non plus, je ne connaissais pas l'agence Inter-France. Et il se trouve qu'en 1995, Serge Bonnery, qui était un collègue indépendant, on travaillait ensemble pendant quelques années, s'en souvient, l'indépendant a fêté ses 150 ans, 95. Comme j'avais écrit une thèse sur l'histoire de la presse, en l'occurrence sur l'histoire de l'indépendant, une thèse doctorat de 3e cycle, et que j'étais en quelque sorte un peu l'historien de l'indépendant, tu ne me démentiras pas, non. On m'a demandé, la direction de l'indépendant, à l'époque c'était M. Paul Chichet, m'a demandé de collaborer à un petit film qui était à l'époque réalisé par des cinéastes, des vidéastes du groupe Midi Libre, basé à Montpellier. Et l'objectif, si vous voulez, c'est de faire un petit film qui devait retracer l'histoire du quotidien indépendant, né en 1846, vous le savez, dont, une petite parenthèse, le plus ancien quotidien existant, vivant, en activité aujourd'hui. Le plus ancien. On ne le sait pas, je le dis, j'insiste, c'est pas le Figaro, non, c'est l'Indépendant. Le Figaro, c'est vrai, 1826, je fais une petite parenthèse, 1826, mais c'était un journal culturel, de théâtre, de potins de nouvelles, liés donc à la culture de l'époque, 1826, et qui a été fondé, entre autres, par le frère de François Arago, Étienne Arago. Le foufou de la famille, le plus jeune, et qui était un petit peu foufou. Et c'est donc Étienne Arago qui a fondé donc ce Figaro-là. Mais ce Figaro-là, Figaro-ci, Figaro-là, n'est pas le Figaro qu'on connaît aujourd'hui, lequel est né, ou plutôt s'est transformé en 1868 comme un quotidien d'information générale. Figaro, donc, né en 1868, mais l'Indépendant en 1846. Donc, plus ancien quotidien en activité. Donc, on m'a demandé de collaborer, d'écrire en quelque sorte le scénario de ce petit film qui existe, que je peux venir vous présenter si vous le souhaitez un jour ici, ou pas, peut-être pas. Et ce petit film très court de 13 minutes. Donc, pour évidemment écrire le scénario, je me suis plongé dans les archives de l'Indépendance,
ce que j'avais fait déjà précédemment pour ma thèse, quelques années auparavant. Et dans les archives de Paul Chichet, qui à l'époque était le directeur de l'Indépendant, le nom qui doit vous parler, j'ai découvert des éléments d'information intéressants sur cette fameuse agence Interfrance. Alors moi, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne connaissais pas Interfrance, mais je me suis rendu compte en lisant ces archives que c'est une agence qui avait été soutenue par le gouvernement de Vichy, qui était importante d'abord, qui avait été soutenue tout le temps, à son lancement et durant toute son existence, par le gouvernement de Vichy, mais également par les Allemands. Elle était considérée, si vous voulez, comme comment dit-on, le terme m'échappe maintenant, je ne sais plus, j'ai un trou, la cinquième colonne, voilà, comme une cinquième colonne, si vous voulez, et c'est vrai que c'était un petit peu ça. Donc quand j'ai découvert ces éléments dans les archives de Paul Chichet, j'ai cherché immédiatement sur Internet, dans les journaux, enfin, pardon, dans les livres, et je me suis rendu compte que personne, jusqu'alors, n'avait écrit sur cette agence qui m'apparaissait comme une agence capitale importante au niveau de l'information, plutôt de la désinformation dans les années de l'occupation. Un seul historien en avait un petit peu parlé dans une revue que vous connaissez qui s'appelle l'Histoire, c'est Pascal Horry. Un autre journaliste, historien d'extrême droite, paradoxalement, en avait parlé dans un livre consacré à l'argent de la presse, ou plutôt l'argent et la presse, ou plutôt comment l'argent a contribué à faire que la presse s'est développée sous la période de l'occupation. Ce monsieur s'appelle Pierre-Marie Dudunat. J'ai trouvé dans ces deux bouquins, et un autre qui est un dictionnaire, là aussi, je suis désolé, mais c'est un dictionnaire écrit par un journaliste, un polygraphe d'extrême droite que vous connaissez peut-être, qui est mort Henri Coston, qui était un antisémite fasciste, etc., et qui a écrit des dictionnaires dans lesquels on trouve des informations plus ou moins fiables, mais en tout cas, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont des gens d'extrême droite qui ont écrit sur une agence d'extrême droite, alors que les historiens républicains ou de gauche ne s'y sont jamais intéressés. Bon, moi, je trouve ça étonnant et assez paradoxal, mais c'est comme ça. Bref, toutes ces informations me paraissant intéressantes, je me suis dit, bon, ben là, il y a quelque chose à faire. Je vais commencer tout doucement à aller travailler aux archives, ce que je dois aux archives à Paris. Ici, c'est facile, aux archives départementales de Paris, c'est notre paire de manches, il faut y aller. Donc je suis allé, j'avais l'habitude, aux archives nationales, aux archives de la préfecture de police, aux archives du centre de documentation juive contemporaine, aux archives à la BDI Nanterre, etc. J'ai accumulé les infos, et quand j'étais en retraite, pas en retraite, je suis parti de l'Indépendant, puisqu'on nous a proposé quelques-uns à un moment donné, parfois si vous voulez partir, vous pouvez partir, mais ça se fait. Hein. Nous sommes trop nombreux, il nous faut trop le faire. Alors on nous a proposé, ma foi, de prendre la porte, non pas physiquement, mais en tout cas de la franchir. Et donc je suis parti. À ce moment-là, je disposais de temps, et j'ai écrit ce livre qui m'a pris 4 ans, ce qui justifie quand même ce volume. D'accord. Donc voilà, donc ce livre étant fait, il fallait trouver un éditeur, ça n'a pas été chose facile, ça s'est fait, heureusement, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est les raisons, les conditions qui m'ont amené à rencontrer l'agence Interfrance et à travailler sur ce sujet parfaitement inédit et très attrayant, croustillant, excitant pour un journaliste doublé d'un historien ou un historien doublé d'un journaliste, comme vous voulez. Voilà, donc on va maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire donc l'histoire de cette agence et ce qu'elle était, d'où elle vient, ce qu'elle était, ce qu'elle a pu faire, en tout cas surtout son importance qui, encore une fois, je le souligne, et vous l'avez compris suite à ce que je vous ai dit, est passé complètement sous les radars des journalistes, mais surtout des historiens. Hein, vous l'avez compris, 2 ou 3 qui en ont parlé, mais personne n'a jamais parlé. Donc ce livre, en quelque sorte, est une première. Donc, tu peux reculer, s'il te plaît, tu es pressé. Oh, là, voilà. Il vaut mieux que tu sois là-bas, parce que si je vais faire les deux, c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est intéressant parce que vous avez donc le titre, vous le voyez, mais vous avez le papier en tête de l'agence Interfrance, ça se présentait comme ça, et vous avez dessous Agence nationale d'information de presse et d'information documentaire. Quand vous lisez Agence nationale, il ne faut pas imaginer Agence nationale, le plan national de la France. Il faut imaginer Agence nationaliste. D'accord? Ok? D'information de presse et d'information documentaire. C'est-à-dire que là, vous avez affaire à une agence papier, une agence documentaire. Ce n'est pas encore une agence filaire, c'est-à-dire une agence télégraphique, comme aujourd'hui il existe l'AFP. On y viendra tout à l'heure.
Donc, cette agence, vous le voyez, se trouve, excusez-moi, peut-être que je le fais un peu long, cette agence, on la trouve en 1938, le 19 octobre 1938, quand elle est créée, dans 38 journaux de France contribuent à sa fondation le 19 octobre 1938. Ces 38 journaux sont figurés sur cette carte de France, un peu pompier dans sa confection, par des monuments très spécifiques, des villes en question, et on retrouve ici Montpellier et Toulouse. Je ne parle que ces deux villes. Montpellier, c'était l'Éclair, journal catholique d'extrême droite nationaliste d'Action française, et la Garonne, bon, l'Éclair Montpellier, et la Garonne à Toulouse, qui a disparu en 1944, on en parlera plus tard, qui était un journal de droite également conservateur. Et je ne parle pas du reste, on l'évoquera tout à l'heure. Je lis, parce que peut-être vous ne le voyez pas, mais c'est qu'il y a écrit dessous, la sagesse des provinces, la passion du métier, l'amour de la patrie, excusez-moi, je le mets devant, on scellé l'union de ces 38 journaux, reflet de chacun, d'un climat, d'une tradition, d'une, je crois, puissance, me semble-t-il. D'un paysage. D'un paysage. Voilà. C'est quand même déjà édifiant quand on lit ça et ça parle. Voilà. Tu peux y aller. Voilà. Alors lui, c'est le fondateur. Le fondateur s'appelle Dominique Sordet. Un drôle de type, type d'extrême droite. Vous le voyez, Saint-Cyrien, maurassien, catho, nationaliste, monarchiste. Il a fait une belle guerre de 14-18. Son père était le général Sordet, le général de cavalerie, qui a été engagé dans la guerre. Donc, il est de milieu militaire, mais également de milieu très bourgeois, très riche. Il est apparenté notamment au sucre Saint-Louis. Vous avez le sucre Saint-Louis à la maison. Donc, c'est quelqu'un qui avait à la fois de l'influence et puis une parentèle assez puissante. Donc, ce monsieur qui travaillait chez Thomson Houston, une compagnie électrique d'électricité à l'époque, donc très connue, importante, mais ça c'était son gagne-pain. Ce qui le passionnait, c'était le théâtre, la musique. Il était critique musicale, il faut vous disiez, ou critique de disques. Et il travaillait, vous le voyez, à l'Action française, donc vous savez, et à Candide, grand hebdomadaire d'extrême droite qui avait été lancé par les éditions Fayard. Voilà, donc ce monsieur, c'est lui qui a eu l'idée de créer cette agence. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est seulement le personnage que je vous campe rapidement. Maintenant, on avance. On avance, mais tu avances et en même temps, je bouge pas, un petit retour en arrière, parce que, je sais que je n'ai pas tout à fait en tête, je vous disais Saint-Cyrien. Saint-Cyr, il était avec quelqu'un que vous connaissez, qui a fait Saint-Cyr, qui est un personnage très important de la Seconde Guerre mondiale, un Français, un grand Français, vous ne voyez pas qui veut dire De Gaulle. Il était avec De Gaulle à Saint-Cyr. Ah, mais vous avez compris, grand. Alors, c'était De Gaulle, et De Gaulle, c'est intéressant de mentionner que Sordet, c'est là je lis parce que je ne vais pas mémoriser tout ça, entre 34e au concours d'entrée de Saint-Cyr, je crois, concours facile, il a entre Sordet dans 34e sur 221 admis pour 800 candidats. C'est pas d'imbécile. Ah oui, d'accord. Il est sorti 36e. Donc il rentre 34 et sur 36. C'est bien, c'est vraiment, il est bien, il est dans la vente, quoi. C'est bien. Et puis De Gaulle. Alors De Gaulle, c'est intéressant parce que c'est comparatif. Vous avez lu des livres sur De Gaulle, il y en a plein, peut-être les livres de la culture qui sont les plus connus, etc. Ou d'autres, peut-être que vous n'avez pas lu, j'en sais rien. Enfin, vous pouvez les avoir. Charles de Gaulle, il est entré 119e, alors que Sordet est entré 34e. Ah, c'est sympa. Voilà. Toujours sur 221 amis et 800 candidats. Et attendez, alors que je dise pas de bêtises, il est sorti, non, il n'est pas sorti premier, entré 119, il est sorti 13e. Donc il a fait une progression considérable. Plus que Sordet, qui a réalisé de 2 places. Bon. Mais donc c'est intéressant de nous voir. Mais il y a quelqu'un qui est, non pas de Perpignan, mais qu'on connaît à Perpignan parce qu'il a un pont, me semble-t-il, à Perpignan, qui est devenu plus tard maréchal, qui lui est sorti major, c'est-à-dire premier, et c'était. Non, pas à ce moment-là, Joffre, ça va. Non, le maréchal. Non, Alphonse Juin. Maréchal Juin. Il y a 3 noms, Perpignan, bon, me semble. Non, il n'y a pas de pont. Le pont qui passe là où il y avait le café de la paix avant son tour, non. Bon, peut-être je dis une bêtise. Si je dis une bêtise.
vous gommez. Joffre, oui, il n'y a pas de Joffre. Un pot de pierre, un pot rouge, un pot de Joffre. Voilà, donc je voulais vous donner ces informations qui sont exotiques et sympathiques quand même, et la comparaison est tout à fait intéressante. Bien, je vous parlais tout à l'heure de cette agence qui est créée le 19 octobre 1938. Dès lors, vous voyez, on n'est pas en octobre 38, on est en 36. Donc j'ai été obligé de retourner en arrière. Pourquoi? Parce que Sordet était un type, je penserai ce que vous voulez de lui, de ses idées, bien évidemment, vous ne serez sans doute pas d'accord avec lui, ça va de soi, mais c'est un type qui avait un certain génie et un esprit d'entreprise très important, considérable, et qui n'avait peur de rien. En 1936, avril-mai, le Front populaire arrive au pouvoir. Vous le savez, les élections. Lui, Sordet a considéré que, évidemment, il n'a pas accepté, hein, ça l'a ulcéré, il avait ici. Mais ce qu'il n'a pas accepté non plus, indépendamment du fait que la gauche soit arrivée au pouvoir, ce qu'il n'a pas accepté, c'est que la droite, selon lui, notamment la presse de droite, était capable de faire opposition au Front populaire et à la presse du Front populaire qui était bien moins nombreuse que la presse de droite et d'extrême droite, tout confondu. Donc Sordet considère que la presse de droite n'a pas fait son boulot, et dès lors, ce critique de disque se lance en politique. Donc c'était un politique, même politique, je dirais un militant, mais ce n'est pas un activiste véritablement politique. Et là, il le devient, et il le devient notamment avec ce manifeste, qui est une information importante, et qui pour moi, journaliste, est en quelque sorte un scoop, puisque dans tous les livres que j'ai pu lire, j'en ai lu quelques-uns, pas tous bien évidemment, on ne peut pas, mais quelques-uns, ou les émissions que j'ai pu entendre, écouter à la radio ou à la télévision, il n'est jamais question de ce manifeste des 300. De quoi s'agit-il? Le manifeste des 300, je vais titrer un coup fumant, le 16 octobre 1936, donc 2 ans avant la création d'Inter-France, ce qui veut dire qu'il avait déjà l'idée d'Inter-France derrière la tête. Il lance cette pétition. Cette pétition est contre le Front populaire. C'est un pamphlet, une attaque en règle contre le Front populaire, je l'ai mis en bas, et contre la gauche, bien évidemment, mais surtout contre le Parti communiste, parce que bien évidemment, c'était un anticommuniste forcené, féroce, un antisémite également du même niveau. Donc il a lancé ce manifeste, et ce qui est intéressant, c'est que ce manifeste est paru dans 300 journaux de province et les Parisiens, placé au même endroit, avec la même typographie, la même présentation. Donc il fallait quand même qu'il ait un certain pouvoir, qu'il connaisse du monde, qu'il ait une certaine influence. Bon, ça c'est quand même un moment fort, et c'est là où on commence à connaître M. Dominique Sordet. Il fait parler de lui. Voilà, là c'est un extrait donc maintenant on rejoint l'agence Inter-France, 2 ans plus tard, octobre 38, le 19. J'ai dessiné cette carte dans mon bouquin, c'est la carte de France, et vous voyez donc les 38 journaux qu'on a vus tout à l'heure, mais qui étaient peints, figurés, présentés sur cette carte, c'est plus clair. Il y avait 27 quotidiens, 11 périodiques, ils sont majoritairement de droite, modérés, conservateurs, monarchistes, mais il y a aussi 2 feuilles radicales, intéressant, 2 feuilles radicales. Je vous rassure, il y a déjà eu le journaux communistes. Oh, jamais. Mais 2 feuilles radicales, ni d'ailleurs socialistes. 2 feuilles radicales, leur participation au capital est intéressante parce que cette agence, c'est quelque chose de particulier. C'est à la fois une société anonyme, c'est-à-dire une société anonyme, c'est une société capitaliste, avec des actionnaires, mais en même temps, c'est une sorte de société coopérative. C'est-à-dire que les actionnaires, les journaux actionnaires de l'agence ou les sociétés actionnaires de l'agence, au lieu de réceptionner, de recevoir des dividendes, ont droit ont droit aux dépêches de l'agence. D'accord? Donc c'est un peu comme une coopérative, mais en même temps c'est une société anonyme. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez particulier. Donc je tenais le mettre en évidence. Alors, un petit mot encore là-dessus. Les actionnaires, oui, il faut du fric pour lancer une agence comme ça, hein, ou un journal, vous le savez, ça travers tout. Il faut des sous. Donc, comment a-t-il fait cet homme? Lui-même avait des sous. Il était apparenté à des familles importantes, je vous l'ai dit, la famille Revel, Perron de Revel, donc, qui tenait les sucrières Saint-Louis à Marseille, à la famille, grande famille qui est connue du côté
de Grande, c'est où déjà c'est du côté dans la Drôme. C'est dans la Drôme, qui étaient les Bergas. Et les Bergas étaient des armateurs de Marseille, riches armateurs de Marseille, donc il y avait déjà de l'argent, famille, mais également de grandes relations importantes. Vous avez de l'huile Le Sieur sur la table. Vous en non, peut-être pas. Vous êtes à la banque, je ne sais plus laquelle c'était, mais une banque connue, je ne sais plus laquelle, qui était aussi actionnaire. Vous connaissez Berlier, les camions Berlier, etc. Vous connaissez toutes ces boîtes, ces entreprises importantes ont été, beaucoup d'entre elles, je ne les ai pas toutes en tête, mais si vous vous intéressez, vous les trouverez, ont participé, ont mis des sous au pot. Voilà. Et il y avait aussi le patronat, et le patronat de province, plus de provinces que de Paris, parce qu'à l'époque, après 1936, il y a eu, je ne rentre pas dans le détail, mais ce serait trop compliqué et trop long, il y a eu des bisbilles entre le patronat parisien et le patronat de province, et le patronat de province était plutôt, lui, était proche de ce patronat de province, qui avait des caisses noires, que ce soit dans la région, notre région, le nord, l'est, l'ouest, les cotonniers, du côté de Roubaix, etc. Tout cet argent-là, enfin une partie de cet argent-là, aussi a été mis au pot pour créer cette agence documentaire Interfrance. Donc vous voyez un petit peu déjà, ça commence à se dessiner, vous avez une bonne idée du paysage. Tu peux y aller. Parmi les journaux qui ont contribué au lancement de l'agence Interfrance, je n'ai pris que les locaux. Il y a l'Éclair, je l'ai dit, de Montpellier, donc je vais assez vite, je vous le dis, journal anarchiste, etc. Il faut savoir qu'il rayonnait des Pyrénées-Orientales à l'Aveyron, passant par le Tarn. C'est un journal qui tirait 58 000 exemplaires à l'époque, ce qui était pas mal du tout. Et donc il a souscrit 2 actions de 500 francs. Et plus tard, il contribuera à l'agence Interfrance Information. Mais là, je ne vous en dis pas plus, c'est le suspense, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Pour 2 actions de 25 000 francs. Voilà, donc l'Éclair, un des fondateurs, mais également, tu peux y aller, hop, là, de l'autre côté, tu es allé trop vite, il y a un petit problème. Ouais, voilà. Ah, non, il y a mastic, hein, comme on dit en termes journalistiques, un terme qui mélange. Bon, soit. C'est ça. Non, là, bon. Donc il y avait d'autres journaux, peut-être on les verra après. Ces journaux locaux, c'était l'Éclair, je vous l'ai dit. C'était notamment dans les Pyrénées-Orientales le courrier de Céré, je ne sais plus lequel, qui était un hebdomadaire, et d'autres journaux d'accord. On en parlera tout à l'heure si la DAPO se présente. Quoi qu'il en soit, l'agence s'est lancée le 19 octobre 1938, et quelques temps après, le 16 décembre 1938, à nouveau un coup fumant, un coup de maître, comme la première fois, vous l'avez vu, les 300 dont je viens de vous parler, c'était en 36, les 300, là on est le 16 décembre 38, c'est un appel avec 430 journaux, donc c'est plus 300, il y en a 430 de plus, 430 journaux de France et de Navarre, nationaux et locaux, qui publient là encore un communiqué qui là est vraiment un tract fondamentalement anticommuniste. Tu l'as lu, et c'est très 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 violent. Donc, 3 mois après la crise de Munich, qui est encore à vif, et donc il lance ce tract qui est publié, bien évidemment, dans les journaux de droite, monarchistes, nationalistes, conservateurs et modérés. Tous les journaux de droite, enfin, une grande partie des journaux de droite, toute périodicité confondue, il n'y a pas que des quotidiens, ou il n'y a pas que des périodiques, c'était les deux, publient ce document. C'est un coup d'éclat, et c'est vraiment le lancement de l'agence Interfrance. Il faut, pour lancer un organe de presse, quel qu'il soit, il faut un coup de massue, il faut un truc fort. Donc là, l'agence est lancée 2 mois plus tôt, le truc fort, c'est ce tract, l'appel des 430, qui paraît en décembre 1938. Et là, alors là, comme tout à l'heure, je l'ai dit, jusqu'ici, à ma connaissance du moins, personne n'en a parlé, je parle des historiens contemporains, des 300 personnes n'en a parlé, j'ai jamais lu ça dans les journaux. Et là, aussi, deuxième scoop, excusez-moi, hein, c'est comme ça, me semble-t-il, un deuxième scoop, l'appel des 430, c'est un moment important et personne n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire encore une fois que cette agence est réellement passée sur le radar des historiens. Pourquoi? On essaiera de voir à la fin, on verra un moment les raisons. Alors, René, on y va.
Alors oui, il y a vraiment il y a un problème. Bon, donc il y a deux diapos, mais je vais en parler. Donc il y a deux diapos qui sautent. Donc je vous l'ai dit, vous avez l'éclair de Montpellier, donc qui a participé aussi au lancement de cette agence. Vous avez donc ce petit journal local de Céré, et un autre qui m'échappe maintenant, mais ce n'est pas grave. Donc, localement, il y avait quelques journaux, pour une fois, qui ont participé, dès 1938, au lancement de l'agence. Voilà, il faut que vous sachiez ça. Il y avait des journaux de la région qui ont participé. Pas beaucoup, mais quelques jours. Pas encore. Tu es Pourquoi? Oui, vas-y. C'est pas une question perfide. Bon. L'agence documentaire, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez de l'intitulé, le papier en tête, le sous-titre, Agence nationale d'information documentaire. Donc, je vous ai dit que c'est une agence documentaire, c'est-à-dire une agence papier, pas une agence télégraphique. Ce qui publiait, c'était un document, un bulletin, comme ça, à format italien, c'est-à-dire horizontal, de 2 à 6 pages. Et là-dedans, il y avait des informations, bien évidemment dirigées, de la contre-information, de la propagande, favorable au gouvernement de Vichy. Ce que je n'ai pas dit, je fais un petit retour en arrière quand même, je tiens à le préciser, l'agence Inter-France, vous l'avez compris, c'est une agence au départ nationaliste, je dis nationale, donc nationaliste, donc traduite sur lancement, c'est une agence nationaliste. En 1940, c'est une agence qui évidemment est une agence pétainiste, qui rallie immédiatement Pétain, qui est très favorable à Pétain. En 1942, à partir du mois d'avril 1942, quand Laval arrive au pouvoir, c'est une agence lavaliste, donc vous voyez la progression. Et en 1943, quand c'est la milice qui véritablement gouverne, c'est une agence noire, c'est une agence proche de la milice, c'est une agence réellement d'extrême droite, plus que vichiste, ultra collaborationniste, pour finir en 44, 43, 44, fin 43, début 44, comme une agence véritablement hitlérienne. Donc vous voyez la progression, nationaliste, lavaliste, pardon, pétainiste d'abord, lavaliste ensuite proche de la milice, et pour finir, réellement hitlérienne. Par exemple, au dernier moment de l'existence de cette agence en 1944, son patron Sordet, qui est complètement fou, croit encore en la victoire de l'Allemagne, adhère aux amis de la Waffen-SS. Adhère aux amis de la Waffen-SS. Ça, c'était au mois de, bon, je dis ça, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'était en mars, avril, mai, juin, 44, vraiment au dernier moment, avant juin, mais vraiment au dernier moment. Donc vraiment, c'était des gens qui, jusqu'au bout, ont été des jusqu'au boutistes forcenés. Donc je fais retour en arrière, et vous avez ce bulletin, il est intéressant parce que ce bulletin, vous avez un bulletin rouge, le rouge c'est chaud, le rouge. Donc c'est l'actualité chaude, c'est l'actualité au jour le jour. Quand je dis une actualité, c'est une actualité bien évidemment condensée. Des choix sont faits. Hein. Les journalistes font des choix. Là, ils sont d'autant plus stricts que c'est des journalistes d'extrême droite et qui n'ont pas beaucoup de place. Donc, le bulletin rouge, c'est l'actualité politique. Le bleu, c'est les documents. Le vert, c'est l'agriculture. Le jaune, la jeunesse. Le marron, le social. Vous voyez, il y a des bandeaux, il y a une identification, ce qui est très facile pour les journaux qui réceptionnent le bulletin documentaire. Et que font les journalistes? Alors, les grands quotidiens, eux, ont des moyens, ont des journalistes qui travaillent et qui pondent de la copie. Mais il faut savoir que, ça je ne l'ai pas dit aussi, et c'est très très important, l'agence Inter-France ne s'adresse qu'à la presse de province. Pas la presse de Paris. Paris, c'est pas la peine. Paris, vous le savez, a été déserté de tous ces journaux. Ils sont en partie qui à Lyon, qui à Toulouse, qui à Vichy, qui etc., etc. Donc toute la presse, quelle que soit sa couleur, sauf quelques-uns, par exemple la Victoire, qui a disparu rapidement, ou l'œuvre de Guéa qui est restée à Paris, tous les journaux sont partis. Les seuls qui sont restés ou qui se sont créés, c'est des journaux qui étaient pétainistes ou collaborationnistes. Donc eux, on n'avait pas besoin de leur donner, cette information, ils étaient déjà acquis au régime, à l'idéologie du régime. En revanche, la province était était un peu un ventre mou. Il y avait beaucoup de journaux, vous le verrez tout à l'heure, énormément de journaux. Et parmi ces journaux, les journalistes n'étaient pas très, ou les directeurs de journaux, n'étaient pas très sûrs de leurs opinions, sauf ceux qui étaient engagés. Des journaux militants, par exemple des journaux communistes, il y en avait très peu. À Paris, il y en avait que, c'est une masse, mais en province, il n'y en avait pas des masses de journaux militants. Non.
Non. Au début. Ah oui. Au début. Donc, mais la presse de province, qui était communiste ou proche du Parti communiste, elle n'a pas été interdite. Ils ont continué de voir les journaux. Mais ces journaux n'étaient pas nombreux. Les journaux socialistes n'étaient pas nombreux non plus. Mais les journaux modérés de droite et d'extrême droite, eux, en province, étaient beaucoup plus nombreux. Donc, pour quelqu'un comme Sordet, il était intéressant de travailler avec la presse de province et de manipuler avant tout la presse de province, parce que c'était un terreau tout à fait intéressant qu'on pouvait, oui, je répète le terme, manipuler beaucoup plus facilement que la presse parisienne, mais là, en tout cas, ce n'était pas le cas. Donc, une agence, qui s'intéresse et qui s'adresse qu'à la presse de province, toute périodicité confondue. C'est un élément important qu'il fallait souligner. Donc voilà des exemples du bulletin rouge de l'agence Inter-France. Et donc cette agence a été, l'antisémitisme a été un de ses piliers, et puis des hommages à Pétain, etc. Voilà, on y va. Voilà. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est un extrait du livre d'or de l'agence Inter-France. Et là je vais m'arrêter un instant parce que je suis fatigué et je vais vous laisser travailler. Je vous laisse lire. C'est aussi simple, c'est plus rapide, plus efficace. Vous verrez ce que disent deux journalistes de cette agence. Ce n'est que 2 témoignages par niveau. C'est édifiant. Ah, ils sont complètement dedans. Ils sont complètement dedans. Quand vous êtes prêts, vous me dites. C'est bon? Allez. Voilà, donc vous avez vu un petit peu à qui s'adresse en province, entre autres, l'agence Inter-France et les réactions de ces gens-là qui sont ultra favorables. Si vous avez lu ou pas, voilà. Donc 41-43, là on va très vite, on fait l'écran des enjambées. 41-43, dont l'agence existe depuis 1938. Là, on est en 41. Et ce qui est important, c'est le titre. Ah, merci. C'est le titre un quart de la presse, un quart de la presse régionale rejoint l'agence Inter-France. Un quart, 38 organes au départ, je vous l'ai dit, 38 organes au départ. Ils sont 161, quelques années plus tard, en 43, donc pour arriver à 199. Comme il y a eu des disparitions de journaux, pour plusieurs raisons qu'on ne va pas évoquer ici, ils se retrouvent à 185. Donc vous avez un détail, 35 quotidiens régionaux, dans les quotidiens c'était quand même la grosse cavalerie, c'est lourd, le quotidien, c'est important, c'est au jour le jour, hein, avec des tirages relativement importants. Vous avez 132 hebdos, 14 bi-hebdos, 2 tri-hebdos et 2 quotidiens algériens, parce qu'ils allaient aussi en AFL. Alors, je fais une parenthèse là également. La presse à cette époque-là, la presse de province, était très présente et il y avait des journaux, non seulement dans les chefs-lieux, à Perpignan. Par exemple, il faut savoir qu'en 1882, à Perpignan, pour une population qui tournait autour de mémoire de 35 000 habitants, et ces journaux s'adressaient aussi à tous les départements, il y avait 6 quotidiens. 6 quotidiens en 1832. Maintenant, on a du mal à en avoir un. Oui. 6 quotidiens, toutes couleurs politiques confondues. Toutes couleurs politiques confondues. Voilà. Pas le journaux communiste. Il y avait des journaux de gauche, des journaux radicaux, des journaux socialistes, des journaux modérés, des journaux de centre-droit, des journaux bonapartistes, et quoi encore, je crois que j'ai fait le tour, et monarchistes. 6 journaux. 6 quotidiens. Je n'ai pas 6 journaux, 6 quotidiens. Je préfère dire 6 quotidiens. Donc il faut dire que tous les départements avaient des journaux dans les cantons. À Prades, par exemple, jusqu'à dans les années 30, il y avait des hebdomadaires. Il y a eu la montagne. Il y a eu quoi, qu'est-ce qu'il y avait avant, qui était un journal qui a été récupéré par l'indépendant dans les années 1880. Il y avait le Fenouille. Donc à Serré, il y avait aussi du journal. Il en existe encore un, d'hebdomadaire. Je crois que c'est le Courrier qui est encore à Serré, le journal qui a été créé il y a assez longtemps. Donc les journaux hebdomadaires, bi-hebdomadaires et tri-hebdomadaires étaient très présents parce qu'à l'époque, l'information passait essentiellement, évidemment, il y avait la radio en 40, mais au 19e siècle, fin 19e siècle, il n'y avait pas de radio, l'information passait, circulait essentiellement par les journaux. Donc il fallait des journaux. Et ne soyez pas étonnés de voir dans ce nombre-là.
Voilà. Donc, un quart, c'est en fait, là, ça représente 23%, donc j'ai arrondi un quart. Tout à l'heure, je vous disais que la presse de province était nombreuse. La preuve en est, il y avait 795 journaux en 1943, en province, toute périodicité confondue. Maintenant, vous ne trouvez pas ça. Hein. Contre 1272 en 1939, toute périodicité confondue. Donc la presse papier, était très présente, et cette agence, en peu de temps, intéresse, inocule son poison à un quart de la presse quotidienne, pardon, la presse de province, toute périodicité confondue. Tu peux y aller. Là, vous avez un document que j'ai tiré de la BDIC, dans la bibliothèque de documentation et d'information internationale contemporaine de Nanterre, qui s'appelle maintenant la contemporaine. Et là, c'est un document de l'agence Interfrance, ils font leur propre publicité. Et vous voyez que les 38 journaux qu'on a évoqués tout à l'heure, vous vous souvenez des deux cartes, la carte couleur et la carte que j'ai dessinée moi-même, là, c'est une autre carte, un peu plus tard, fin 42, vous voyez l'évolution. Alors là, il y a beaucoup de journaux, et dans les Pyrénées-Orientales, ce n'est pas encore l'indépendant, vous voyez. Parmi ceux-ci, donc parmi ces journaux, on trouve, donc c'est ce que je vous ai dit, je crois, tout à l'heure, le Courrier de Céré, qui était un hebdomadaire. En juin 1943, il y a le journal de Limoux qui était un hebdomadaire, l'Indépendant de l'Aude, qui n'a rien à voir avec notre indépendant des PO, qui déjà paraissait aussi dans l'Aude, puisque l'Indépendant a attaqué l'Aude en 1934. Donc l'Indépendant quotidien, fondé en 1846, était dans l'Aude, mais ce n'est pas celui-ci. Et 7 autres journaux de la région, de Montpellier, avec l'Aveyron, mais sans le Gard, puisqu'à l'époque, la région avait dans son cadre l'Aveyron, mais pas le Gard. Le Gard, c'était du côté de Marseille. Voilà. Donc, tous ces journaux ont rejoint l'agence Interfrance et donc la FN. Tu peux y aller. L'agence Interfrance était une agence qui était intégrée dans un groupe de presse. Parce que c'est déjà pas mal d'avoir une agence, donc vous voyez, hein, un quart de la presse quotidienne de province, mais aussi l'agence Interfrance avait une maison d'édition. Cette maison d'édition a été créée en 1942, mais dès avant la création de cette maison d'édition, un de ses responsables, en fait le bras droit de Dominique Sordet, qui s'appelait Allerme, le colonel Allerme, qui lui aussi était comme Sordet militaire, évidemment militaire monarchiste, d'extrême droite, antisémite, etc. Hein, voilà. Il était plus âgé que Sordet, c'était son bras droit. Et donc Sordet, dès septembre 1940, sort un livre qui a eu un certain succès à l'époque, Les causes militaires de notre défaite. Et deux ans après, donc, l'agence Interfrance crée la Société des éditions Interfrance, et parmi les livres vedettes, et en tout cas l'un de ses premiers, c'est La croisade des démocraties. Georges Champeau, peut-être que vous le connaissez, puisque c'était un communiste, qui a basculé de l'autre côté, et vous trouverez sa biographie dans le Métron. Voilà. Donc Champeau a écrit ce livre, ça c'est le numéro 2, le volume 2, mais il y en a eu 3, enfin il devait y en avoir 3, il en a écrit 2, le premier qui n'est pas là, le deuxième que j'ai trouvé sur le marché d'un livre par hasard à Paris, un jour, et le troisième n'a jamais été écrit. Ils se sont fâchés avec Sordet, la pression dessus. Voilà, donc également maison d'édition. Mais je vous dirais que l'indépendamment d'une maison d'édition, cette agence avait un cabinet, une sorte de cabinet conseil pour aider la presse quotidienne de province, la presse de province, quotidienne mais surtout non quotidienne, aider cette presse-là à créer, à écrire, à construire, à dessiner, à remplir les journaux. Comment fait-on un journal? Voilà, c'était ça. Comment fait-on un journal? Mais eux avaient des recettes, les leurs. En plus, j'étais idéologisé. Ces gens-là avaient ce cabinet conseil qui aidait les journaux, les périodiques de province à se créer ou à se développer. Également, ils avaient l'agence Interfrance d'information dont je vous parlerai dans un instant. On peut y aller? Eh bien, on y arrive. Alors, l'agence télégraphique. Alors là, on change de registre. Vous avez une agence documentaire qui s'appelle l'agence Interfrance, une agence papier documentaire, mais vous avez désormais une agence télégraphique. Là, on joue dans la cour des grands. Il y avait deux agences importantes. Au départ, il y avait une grande agence qui s'appelait l'agence Avas, qui était à la fois une agence d'information et une agence de publicité. Aujourd'hui, il n'existe que l'agence publicité. L'agence d'information, en 1939, a été balayée. En 1940, la guerre, la débâcle, l'agence d'information Avas a été balayée. Les Allemands, le 10 juillet, arrivent à Paris. Et qui s'installe place de la Bourse dans les locaux de l'agence France
de l'agence Savas, c'est une agence allemande qui s'appelle l'AFI, l'Agence française d'information de presse. C'est une agence allemande, dirigée par les Allemands, de capitaux allemands, installée dans les locaux parisiens de l'agence Savas. Il y a une deuxième agence qui se crée, l'Office français d'information, qui est l'agence officielle du gouvernement de Vichy et qui est basée à Vichy. Donc deux agences télégraphiques nationales, une allemande, une française, pétainiste, vichiste. Et puis une troisième agence, une agence privée, de droit privé, l'agence Interfrance. Donc vous avez entendu parler des autres, peut-être, sans doute, mais de celle-ci, l'agence Interfrance, de capitaux privés, non. Voilà. Donc vous avez deux agences importantes. Là, il y en a une troisième qui rejoint ce groupe de tête d'agences télégraphiques, qui est l'agence Interfrance Information. Et donc, elle est créée le 8 octobre par Sordet et son équipe. Et donc, j'ai fait deux colonnes, j'en occupais zone libre, des journaux qui étaient déjà actionnaires d'Interfrance et qui vont être actionnaires d'Interfrance Information, et puis les nouveaux venus qui vont adhérer directement, être actionnaires directement de l'agence Interfrance Information en zone occupée et en zone libre. Donc j'ai fait ressortir ce qui nous intéresse ici au niveau de la région. Pour ce qui est de la zone libre, bien sûr, vous avez les clercs que j'ai évoqués tout à l'heure, qui étaient restés 4000 exemplaires, qui étaient déjà adhérents, actionnaires, utilisateurs des dépêches de l'agence Interfrance. Et puis, vous m'avez posé la question, je crois que c'est vous. Eh bien voilà, vous l'avez. Elle est là, la réponse. Ah bon, donc l'indépendant arrive à ce moment-là, journal qui tirait à 36 000 exemplaires. Alors je fais une parenthèse, mais je crois que je vous en parler dans un instant. Voilà, et donc vous avez d'autres titres. Si vous regardez bien, et si vous connaissez un petit peu l'histoire ou la presse française quotidienne, il n'y a pas beaucoup de journaux qui ont survécu à part l'Indépendant. Aucun, ils ont tous été balayés en 40 ans. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors pourquoi une agence télégraphique? Je vais vous dire, mais surtout, c'était un cas unique. Un cas unique, un cas d'école. Ça ne s'est jamais passé sous l'occupation. C'est la seule agence, chaque média, qui a réussi ce coup. Pourquoi? Un cas unique. Parce que l'agence Interfrance, je l'ai écrit, est la seule agence de presse à voir le jour sous l'occupation, avec le soutien à la fois des Allemands et du Vichy. C'est la seule. Ensuite, parce qu'elle est liée par un échange de réciprocité à une agence allemande qui s'appelait Transocéan, qui est une agence évidemment hitlérienne qui, elle, travaillait sur l'étranger. L'agence Interfrance n'avait pas les moyens de se payer des correspondants à l'étranger, sinon en Algérie, au Maroc, en Tunisie, mais ailleurs non. Donc il leur fallait du papier, de la matière. Et cette matière, il a récupéré auprès de l'agence allemande. Donc il est utile de vous dire que c'était une information particulièrement dirigée, qui était publiée dans les colonnes sur le fil de l'agence Interfrance Information. Et enfin, le troisième, c'est la seule agence qui est autorisée, la seule et unique agence, je vous ai dit qu'il y en avait deux autres, OFI, AFI, eh bien c'est la seule qui est autorisée à diffuser sur les deux zones, dans les deux zones, zone nord et zone sud. L'une, c'est la zone nord, la FIP, je ne dis pas de bêtises, oui, et l'autre, l'OFIP, c'est la zone sud. Donc chacune, ligne de démarcation, une en haut, l'autre en nord, nord-sud, Interfrance, qui pourtant n'est pas une agence d'État, qui est une agence privée, certes soutenue par les Allemands, certes soutenue par les capitaux privés, certes soutenue par Vichy, mais une agence quand même privée. Eh bien non, c'est une agence privée qui rayonne sur toute la France, alors que les agences étatiques, elles, non, sont l'une au nord, l'autre au sud. Donc un cas unique à elle. Ça vous embauche le poil. Bon, on continue. Alors, là, c'est plus le cas, mais c'est la moitié de la PQR. Alors, le terme PQR n'existait pas à l'époque, on disait la presse de province, donc on dit, je dis PQR pour aller plus vite, parce qu'il fallait faire un cours au niveau du titre. Donc, la moitié de la PQR, donc, est associée à l'agence télégraphique Interfrance Information. Au départ, il y avait 15 journaux, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, 15 journaux, quand je dis journaux, là, je rectifie. C'est 15 quotidiens qui étaient adhérents, actionnaires de l'agence Interfrance. Pourquoi des quotidiens et pas des périodiques? Parce que le quotidien, lui, a besoin d'informations qui viennent d'ailleurs, par un fil télégraphique. Ils en ont besoin tous les jours. Il
faut nourrir un journal, alors que la presse hebdomadaire, tri-hebdomadaire, elle s'intéresse au local, elle est très locale. Donc ce qui se passe à l'étranger, ça l'intéresse modérément, c'est le rôle de l'indépendant ici. Ce qui l'intéresse, ce qui se passe dans le département, c'est intéressant, elle peut en parler, mais à la limite aussi, c'est le rôle de l'indépendant. Ce qui l'intéresse, c'est certes ce qui se passe ici, mais aussi ce qui se passe dans nos villages. C'est l'indépendant que vous lisez avec des pages villages. C'est ça qui intéresse. C'est cette information-là qui intéresse, avec évidemment la mercuriale, les tickets d'alimentation, les communiqués multiples et divers, etc., le charbon, bon, c'est ces choses-là qui intéressent. Donc, c'est surtout la presse quotidienne qui est abonnée, surtout et exclusivement, la presse quotidienne qui est abonnée au fil de l'agence Inter-France Information et pas les périodiques. Donc, 15 au départ, 58 donc 8, 50 métropoles, 8 AFN, et fin 43, donc, Inter-France Information compte 73 actionnaires et utilisateurs. Alors, il faut préciser, pour faire un comparatif, que fin 43, la métropole comptait 131 quotidiens, je parle que des quotidiens, contre 168 en 1939 et une vingtaine de quotidiens en AFN. En faisant le calcul, on tombe donc sur plus de 50% de la PQR de métropole et 40% de la presse donc, quotidienne d'AFN qui publie les dépêches de l'agence Inter-France Information. Alors, pas toutes les dépêches. Quand un journal reçoit les dépêches, le journal, bien évidemment, ne passe pas tout. Les journalistes sont là pour ces défis, pour faire un tri. Donc il faut de sélection, on passe un certain nombre de dépêches. Et il faut dire que tout le monde donc, ne lit pas nécessairement les dépêches d'Inter-France Information. Mais en tout cas, elles sont dans le journal, susceptibles d'être lues et donnent empoisonner l'opinion. La suite. Alors donc voilà, je vous parlais de l'indépendant. Donc l'indépendant participe à la création d'Inter-France Information. 36 000 exemplaires à l'époque. Alors 36 000 exemplaires à l'époque, c'était bien. Il faut savoir que l'indépendant aujourd'hui, peut-être Serge ne le démentira pas, tourne autour de un peu moins de 50 000. C'est bien ça, 40 000, 50 000. Moi, quand je suis arrivé à l'indépendant, c'était en 85, il faisait autour de 85 000, il était monté jusqu'à 170 000, et notamment dans les années où il y avait l'édition qu'on appelait l'édition de la Costa Brava, entre 63 et 78, je crois, ou un peu avant, il tirait encore un peu plus. Donc, vous rendez-vous compte, ce quotidien qui tirait, il n'y a pas si longtemps que ça, 80 000 exemplaires, qui tombe aujourd'hui, je parle de notre indépendant, à 40 000 exemplaires, et vous le comparez avec l'indépendant de 1936, qui tirait à 36 000, c'était quand même bien 36 000. Qu'est-ce qu'il y avait comme média à l'époque? Encore une fois, les hebdomadaires, les feuilles d'arrondissement et de canton, et il y avait la radio, le grand média, qui était écouté, c'était la radio. Donc l'indépendant, et c'est intéressant de voir que l'indépendant a déjà, et depuis longtemps, une concurrence, le Petit Méridional, l'Éclair, la Dépêche de Toulouse. Et j'ai trouvé des chiffres pour la Dépêche, alors c'est un chiffre que j'ai trouvé pour 32. La Dépêche tirait ici 6 566 exemplaires, contre 36 000 exemplaires hors des PO, l'essentiel étant quand même dans les PO. Les pêches, c'était de petites à côté. On peut imaginer que le Petit Méridional, pour lequel je n'ai pas trouvé de chiffre éclair, ne tirait pas beaucoup plus, mais même sans doute beaucoup moins. Donc c'était epsilon par rapport à l'indépendant. Je peux y aller. La Dépêche que vous voyez ici, alors la Dépêche, oui, ben la Dépêche, le journal républicain, qui était le grand journal républicain radical, le grand journal radical français, puisqu'il n'y avait pas un grand journal à Paris, là, la Dépêche, le grand journal national du radicalisme, c'était la Dépêche qui est à Toulouse, vous le savez. Bien, la Dépêche aussi a rejoint l'agence Inter-France Information. Je ne suis pas sûr que la Dépêche aujourd'hui soit trop satisfaite de cette information. Ce que je sais, c'est que l'indépendant a largement parlé de mon livre, même si la vie, ils ont été ouverts. Mais la Dépêche n'en a pas parlé. Je ne sais pas si c'est lié à ça, parce qu'on en parle, ou parce que le livre ne les a pas intéressés, ou parce qu'aucun journaliste ne s'y intéressait. Toujours est-il que la Dépêche n'en a pas parlé. J'étais déçu, je vous avais fait. Mais très content que l'indépendant ait parlé, et bien parlé, et largement parlé, comme le travailleur catalan également. Donc, grâce à René Gramont. Merci René. Donc, la Dépêche était quand même en lourd, hein. C'est 260 000 exemplaires, 4e titre de la PQR, enfin, dans la presse de province à cette époque-là, et il s'implique dans cette agence moyennant des actions de 25 000 francs.
La Dépêche, à cette époque, couvre 26 départements, à l'ouest de l'île Poitiers-Marseille jusqu'à la Piège et les Pyrénées-Orientales. Donc c'était un journal qui couvrait plus de départements qu'il en couvre aujourd'hui. Donc un journal très important. Pour un petit retour en arrière, c'est bon. Une simple remarque, vous voyez qu'il y a du blanc sur le titre. Oui. C'est ça, c'est pas normal, c'est de la censure. Hein, ça a été censuré. En 14, si vous lisez l'Indépendant ou tout autre canard, vous voyez les ciseaux d'Anastasie, vous voyez une paire de ciseaux, qui signifie au milieu d'un rectangle blanc comme ça que l'article en question a été caviardé, a été censuré. Et bien là, ça n'apparaît pas. Donc on peut ne pas faire attention, c'est pour ça que je vous le signale, cette partie blanche est une partie qui a été censurée. Donc l'article ne voulait plus rien dire. Hein. Bon, Midi Soir. Alors Midi Soir, c'est le journal que vous connaissez ou pas, mais c'est le journal vespéral de l'Indépendant. C'était le journal du soir de l'Indépendant. Midi Soir était un journal qui avait été créé en février 1942 par Georges Brousse, directeur de l'Indépendant. Et le but de ce journal, le 1er novembre 1941, dès 1942, s'implique de l'agence télégraphique Inter-France, moyennant une action de 25 000 francs. Et c'est un journal que Georges Brousse a créé pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'était un exutoire pour les communiqués. L'Indépendant recevait des communiqués de presse de la préfecture, de la milice, de la commandanture, de tout ce que vous voulez. Vous devez publier des communiqués, tous les journaux publient. Mais ils ne souhaitaient pas peut-être les publier tous. Ça l'agaçait, ça contrariait aussi certainement. Donc le Midi-Soir était un exutoire, on mettait un certain nombre de communiqués, les plus ennuyeux, les plus embêtants, les plus délicats, pas toujours mais souvent passer dans le Midi-Soir. Mais en même temps, le Midi-Soir, c'était aussi un moyen de récupérer un peu plus de publicité. Il n'y avait pas de la publicité comme aujourd'hui, en quantité dans les journaux, il y en avait déjà. Et si vous aviez deux canards pour réceptionner la publicité avec à l'arrivée la même caisse, c'était quand même intéressant. Il y a au moins ces deux raisons-là qui ont fait que le Midi-Soir a été créé, et aussi c'était le lieu où, vous savez, l'information était, elle est mauvaise, c'est-à-dire, l'information était, on l'a dit, dirigée. Il y avait un service de la censure à Paris, à Vichy, en tout cas, parce qu'il occupe la zone sud, un service de la censure à Montpellier, un service de la censure à Perpignan, à la préfecture, et dont les articles étaient passés au crible. Donc les morasses, donc étaient donnés à la préfecture, et qui épluchait, qui regardait ça, qui a regardé ou non. Et donc, ce journal, l'histoire, permettait à l'Indépendant de satisfaire les Allemands et le gouvernement de Vichy en publiant un éditorial un peu plus proche du gouvernement que ne le faisait l'Indépendant lui-même. Alors il y avait un journaliste, notamment indépendant, son nom peut-être vous dira quelque chose, qui collaborait aussi à Midi Soir, qui s'appelait Théo Duré, qui a été condamné à la libération. Et Théo Duré appelait ce travail, cet éditorial qui est rédigé dans le sens de l'occupant et du gouvernement de Vichy, il appelait ça, excusez-moi, sa tarte à merde. Mais bon, il était bien obligé de la faire, enfin, il était bien obligé. Des salariés indépendants, donc ils sont contaminés. On continue. Le Petit Méridional, dont je vais vite, c'est le journal de Montpellier, le journal radical de Montpellier. La Dépêche de côté, le Petit Méridional. Le Petit Méridional, tout à l'heure, vous verrez son directeur qui serre la main à quelqu'un dont le nom vous parlera, qui s'appelait qui était le ministre Fernando Brinon. Voilà. Qui serre la main, enfin le ministre de Vichy à Paris, le gouvernement de Vichy, le représentant du gouvernement de Vichy à Paris, Fernando Brinon, ils sont à côté lors d'une manifestation qu'on évoquera tout à l'heure. Dans le Petit Méridional, journal radical, Bontemps, qui était donc aussi actionnaire, avec d'autres, hein, là je vous parle des journaux de la région, actionnaire et utilisateur de l'agence Inter-France. Tu peux y aller. Là, toujours un document comme celui que je vous ai passé tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était l'agence Inter-France. Là, c'est l'agence Inter-France Information. L'agence Inter-France Information, avec, vous voyez, ça rayonne. Ça part de Paris, ça part de Vichy, ça va jusqu'à l'Algérie. Et vous voyez que c'est un maillage très serré et que c'est une toile d'araignée. Et Inter-France, donc, avait la même mise sur l'essentiel, sur la majorité. Sur la majorité des quotidiens et des journaux en général, périodiques y compris, français et laïcien. Alors là, c'est un moment important. Ça, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose parce que l'indépendant,
l'agence Inter-France a réuni à Paris le 11 et 12 octobre 1942, jusqu'à, vous le voyez, 350 organes de presse de France et d'AFN, représentés par 400 directeurs de journaux. Et ces gens-là ont été invités à Paris pendant 3 jours, dont le 10, le 11 et le 12, au palais de Chaillot, pour entendre la bonne parole de l'agence Inter-France, du gouvernement de Vichy, également des Allemands qui étaient présents et largement représentés à cette manifestation. Presque une province, encore une fois, exclusivement. Donc c'était des congratulations, c'était de la propagande en direction du gouvernement, mais aussi le soir, évidemment, c'était des banquets, on se Berger, et puis on allait aux Folies Bergères, etc. Pendant ce temps-là, les Français serraient la ceinture. Voilà, donc pour que cette manifestation ait lieu, il fallait évidemment que Vichy soit d'accord, et surtout que les Allemands soient d'accord pour laisser franchir la ligne avec les Ausweis, la ligne de démarcation, ou même, surtout, venir d'Alger, de Tunis ou de Rabat, en avion ou en bateau, je suppose que c'était plutôt en avion pour aller plus vite. Voilà, donc manifestation très très importante, tu peux y aller. Et je vous laisse lire, et je vous propose une lettre de Laval qui devait être présent, qui n'a pu se déplacer, mais il écrit ce mot à Sordet, et lisez-le. Vous me dites quand vous avez terminé. Donc vous voyez la proximité qu'il y avait entre cette agence et le gouvernement de Vichy, mais aussi entre Laval et Sordet qui se rencontraient à Vichy. Voilà. Donc là, c'est toujours cette fameuse journée, et vous voyez le rond vert, le cercle vert plutôt, et le monsieur barbu, c'est Soustelle, c'était le grand patron du Petit Méridional, mais également le patron de la Fédération nationale des journaux français, c'est-à-dire le syndicat de la presse de la zone sud. Donc c'est quelqu'un d'important. Il dialogue avec De Brinon, et le monsieur à gauche dans le cercle rouge, c'est Sordet, Dominique Sordet. Les autres personnages, je n'ai pas pu les identifier, mais on sait que c'est des directeurs, des rédacteurs en chef des journaux présents au palais de Chaillot. Et vous voyez griffonné à gauche, un gribouillis, là, il y a écrit censure. C'est un passage, c'est une partie de la photo qui est censurée, et sans doute cette partie-là devait être écartée parce qu'il y avait coupé, parce qu'il y a un officiel allemand, et bon, il était suggéré au metteur en page, au secrétaire de rédaction, de couper cette partie-là, de la supprimer. Bon, là, heureusement, on a eu ce document et ça m'a intéressé de le reproduire, puisque ce document qui est paru dans les cahiers de la Résistance en 1948, c'est les rares photos, et croyez-moi, j'ai cherché pour en trouver des photos de l'agence Inter-France, il y en a eu, il y en avait, c'est sûr, mais les rares photos de mauvaise qualité que j'ai trouvées, je les ai trouvées dans les cahiers de la Résistance, dans un numéro spécial, spécifique, consacré titré Les Ultras de la collaboration, dont l'essentiel du sujet était l'agence Inter-France. À la suite. Bien, donc je vous le disais, un groupe considérable, l'agence Inter-France, on est à 43. J'ai calculé en partant sur la base de 53 quotidiens sur 65. Pourquoi 53? Parce que c'est 53 quotidiens que j'ai identifiés et pour lesquels j'ai trouvé des tirages. Donc j'ai fait une somme, c'est assez aléatoire bien sûr, mais ça donne une bonne idée. Je considère qu'il y a plus de 4 millions, dont le tirage représente cumulé plus de 4 millions d'exemplaires portés par les 53 quotidiens que je viens de mentionner. Je n'ai pas donné un prix, mais 53 quotidiens. Si vous ajoutez à cela l'audience de l'agence Inter-France documentaire, que j'estime aussi à la louche, bien évidemment, à 1 million d'exemplaires, on est sur quelque chose de lourd, de très lourd. Si vous ajoutez les périodiques, donc moi j'ai identifié 148 périodiques fondateurs et copropriétaires de l'agence Inter-France. Fondateurs, ça veut dire les premiers qui ont mis des sous, et les copropriétaires, c'est ceux qui sont arrivés après, 1 an ou 2 ans après,
qui ont mis également des sous, mais ce n'est pas les fondateurs. Ils arrivent après, mais ils mettent des sous. Donc, fondateurs et copropriétaires, donc 148. Et j'ai identifié une fois, dans un document d'archives de septembre 1941, qu'il y avait 604 abonnés qui n'étaient pas actionnaires. Donc ça pourrait être des industriels, des banques, des préfectures, des journaux qui n'étaient pas actionnaires de l'agence Interfrance, mais qui le recevaient parce qu'ils étaient abonnés. On n'est pas nécessairement actionnaire de l'agence Interfrance. On peut aussi être abonné à l'agence Interfrance. Donc on recevait donc des journaux ou les dépêches. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours de confronter, bon, un gros quotidien lu par 3 personnes, mais c'est le minimum, hein, papa, maman et fils, et ça va bien au-delà, un quotidien, le journal que vous lisez tous les jours, si c'est l'Indépendant ou un autre, plusieurs personnes le lisent, vous-même, autour de vous, etc. Bon, donc ça fait quand même du monde. Et pour comparer encore, j'ai pris les journaux d'extrême droite les plus importants, parisiens, qui étaient édités à cette époque-là. Je suis partout, donc vous avez entendu parler de le rédacteur en chef, qui était Robert Mazillas, qui est originaire d'ici, de Perpignan. On peut parler ici là, mais en fait, il était quand même né ici. Hebdomadaire, 300 000 exemplaires. C'était gros, je suis partout. C'était un journal très lu et très idérien. L'œuvre, qui était un quotidien, le quotidien de DA, DA qui a rejoint Vichy, qui est devenu ministre Vichy, qui était au départ socialiste, DA, 132 000 exemplaires, d'accord, c'est un quotidien. Et puis les Nouveaux Temps, un quotidien, là aussi, les Nouveaux Temps, c'est le journal de Jean Lucher, qui, lui, tira 62 000 exemplaires. Donc vous voyez, 300 000, 130 000 des quotidiens et des hebdomadaires, 62 000, c'est pas mal, mais ça ne fait pas beaucoup par rapport aux chiffres évoqués, qui sont estimatifs, c'est une estimation, mais qui déjà donne un ordre de grandeur de l'influence de l'agence Interfrance à travers la presse de province qui publiait les communiqués de l'agence en question. Je peux y aller. Voilà, alors là c'est l'exemple d'une dépêche de midi-soir, d'Interfrance d'un midi-soir, vous voyez comment ça se présentait, hein. Donc le cercle à gauche que j'ai reproduit à droite et dessous j'ai cerclé Interfrance. Voilà, donc c'était des communiqués comme ça qui passaient, mais aussi des articles qui pouvaient passer et qui étaient tirés du bulletin documentaire, par exemple bleu, ou alors du bulletin jaune qui était consacré à la jeunesse, ou vert à l'agriculture, ou marron au social. Ça, c'est une consigne de Vichy, donc, que j'ai trouvée aussi aux archives départementales, où il est question d'Interfrance. Bon, héritage de la Grande Guerre, contrôle le gouvernement de Vichy, un cadre de contrôle la presse avec ses notes d'information et d'orientation. Donc il faut priver les journalistes, il faut empêcher les journalistes d'écrire en toute liberté, en soumettant la presse à la censure, en imposant des notes d'orientation et des consignes strictes, consignes d'insertion strictes comme celle donc ci-dessous ou ci-contre. Voilà, c'est un exemple qui est de mauvaise qualité, mais je n'ai trouvé que ça aux archives, notamment départementales des bureaux. Donc ça, les journaux, tous les journaux recevaient ce type de messages et devaient se conformer à ce qu'on leur disait, ce qu'on leur soumettait, ce qu'on leur suggérait fortement. Au début, c'était suggéré, et à un moment donné, ça a été beaucoup plus imposé. Donc il fallait suivre certaines lignes, sinon le journal était interdit un jour, 2 jours, 3 jours, etc. La fin d'une misérable ambition. Alors j'ai mis 17 janvier, bon, Pelé de Forges, ça ne vous dit rien, Jacques Baffet, ça ne vous dit rien, moi non plus au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 journalistes de l'agence Interfrance qui ont été déportés et ils sont morts à Vichy. Ce qui veut dire que tous les... Ah, qu'est-ce que j'ai dit Vichy. Ah non, ce qui veut dire que tous les journalistes de l'agence Interfrance, bien évidemment, n'étaient pas des journalistes d'extrême droite, fascistes, idériens, etc. Il y avait de tout. Hein. Il y a des gens qui étaient, c'était une minorité, je dirais. La direction, la sous-direction, les cadres, etc. Bien évidemment, un certain nombre de journalistes. Mais les journalistes qui étaient là, ils devaient bouffer, hein, comme tout le monde. Et donc, ils étaient là, ils auraient pu être ailleurs, ils auraient pu dire non, mais bon, ils étaient là. Et ce n'était pas nécessairement idériens ou même vichistes. La preuve, certains ont fui de la résistance, comme à l'indépendant. Il y avait aussi des actes de résistance. Mais ce n'étaient pas des actes héroïques, c'est des actes, on dirait, comment les qualifier, de discrets, passifs. C'est-à-dire, quand il y avait, on était sur le marbre, on caviardait une page, hein, on inversait des lettres, des caractères, etc. comme ça. Bon, le lecteur n'y comprenait pas.
plus rien. Quand des communiqués arrivaient au journal, on faisait comme si on ne les voyait pas, on les jetait. Bon, c'est ce qui se passait aussi à Inter-France. Donc c'était des actes de résistance, comme quoi, qui n'étaient pas dangereux, glorieux, quoique eux se sont fait arrêter à son mort. Mais bon, il y avait quand même des gens qui ont résisté. Il y a eu un noyau de résistance, surtout à Inter-France, exclusivement à Inter-France Information, essentiellement basé à Vichy. Inter-France Information, qui était aussi à Paris, à ma connaissance, n'a pas eu de victimes comme Pelé des Forges et Baffé. Bon, je voulais quand même le signaler. Il faut imaginer que c'était tous fascistes. Bon, après je passe débarquement, vous savez, bon, ce qui est intéressant, derrière le bulletin très connu le 11 août, donc vous voyez, 19 octobre 1938, premier bulletin documentaire, 11 août 1944, dernier bulletin documentaire et dernière dépêche également. Vous avez Sordet qui se carapate, il quitte son domicile, il va se cacher, de même que à l'Herme. Les bureaux d'Inter-France à Vichy et à Paris donc, sont fermés, l'administrateur judiciaire est nommé, Paris est libéré. Et en décembre, sur 168 quotidiens qui existaient en 1939, seulement 17 reparaissent. Donc on a fait table rase des journaux, tous les journaux qui n'étaient pas nécessairement collaborationnistes. On peut qualifier le journal collaborationniste, on fait comme on veut. Tout canard qui paraît sur l'occupation, on peut dire que c'est le journal collaborationniste. Mais parmi ces journaux, il y a ceux qui étaient réellement nazis, réellement hitlériens, réellement fascistes, réellement vichistes. Voilà. Donc il faut quand même faire un distinguo. Quoi qu'il en soit, à cette époque-là, donc, il avait été décidé par une ordonnance d'Alger qu'il fallait faire donc, table rase des journaux. Donc il n'en reste plus que 17. Ils sont rejoints par 8 autres entre 45 et 46, ce qui en fait pas beaucoup. Et 3 autres, que je n'ai pas mentionné mais que je vais vous mentionner, arrivent. Un en 47, c'est la dépêche du Midi qui avait été interdit et qui est reparu parce que son directeur était déporté, est mort en déportation. Le deuxième, c'est l'Indépendant qui reparaît non pas en 47, mais 2 ans après, en 50, 3 ans après, en s'appuyant sur la jurisprudence de la dépêche, mais également parce que son directeur, Georges Brousse, a été arrêté et déporté, mais également parce que le frère aîné de Georges Brousse, qui était un homme de droite, même d'extrême droite, qui s'appelait Charles-Emmanuel Brousse, qui signait Auditus, et qui était un représentant du gouvernement, qui était attaché de presse du gouvernement de Vichy à Washington, s'est fait alpaguer par une espionne qui s'appelait Betty Pack, qui l'a retourné et qui a fait de lui, c'est vrai, qui a fait de lui un espion au bénéfice non plus en tout cas, non pas un suppôt de Vichy, mais un espion au bénéfice de l'OSS à l'époque. Voilà. Et il s'est marié avec une femme, ça c'est une autre histoire, c'était Betty Pack. Ils avaient acheté le château de Castelnau qui était revenu dans les années 50, et cette dame qui est morte en 62 au château de Castelnau est enterrée à Castelnau. Si vous y allez, si vous montez, hop, l'intérieur au château, il y a un cèdre, elle est enterrée sous le cèdre. Donc, Charles-Emmanuel Brousse et Georges Brousse ont fait que le journal reparaît en 1950 et le dernier, si je ne me trompe pas, c'est là je ne vais pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est le Télégramme de Brest qui ne s'appelle pas comme ça, mais enfin peu importe, il y a le troisième. Donc vous voyez, pas beaucoup, pas énormément, mais très peu de journaux qui reparaissent. Je peux dire. 45, mise sous séquestre des biens de la SA Inter-France. Le 24 novembre, de la SARL Inter-France et la Société des éditions Inter-France. Sort des mœurs en 46, le 13 mars, à l'herbe en 49, le 1er mars. Dommage, parce que ces gens-là n'ont pas pu répondre de leurs actes devant la justice. Parce ils auraient eu beaucoup à dire. On aurait eu beaucoup de questions à leur poser. Et il est évident que le procès d'Inter-France qui a eu lieu en 49 aurait dû se dérouler bien plus tôt pour permettre donc, à Sordet de s'expliquer. Mais non, il n'y a pas eu lieu. 46, c'était peut-être un peu juste, encore que déjà, la majorité des collaborationnistes, des fascistes français les plus importants avaient été fusillés, notamment Brasillac, notamment Jean-Hérol Paquis, journaliste, notamment Albert Lejeune, et tant d'autres encore, une dizaine de comment? Ils sont morts de leur bonne mort. Il est mort de cancer. Alors, je ne sais pas, il avait un cancer de la mâchoire.
Donc il est mort en 1946. Donc il n'a pas pu répondre à ces actes. À l'air, je ne sais pas de quoi il est mort, mais bon, donc pas moyen de parler. La suite, je suis un peu mais on arrive à la fin. Alors, le scandale de deux procès escamotés, donc en 1949, dissolution des sociétés, je l'ai dit. Vous avez donc surtout alors le 16 juin, c'est le procès des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés, donc dissolution de droits sociétés, confiscation de biens, c'est bien moins de choses. Hein. Le 23 juillet, deuxième procès, là c'est les personnes physiques, mais je veux dire c'est des lampistes et c'est pas des lampistes, vous voyez c'est quand même des responsables. Duterra était le secrétaire général d'Inter France, Caderou l'administrateur général d'Inter France et Air France Information, et Pradel le directeur d'Inter France. Donc c'était quand même des cadres haut placés, mais ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Il faut savoir qu'Inter France, quand même, avait autour, au niveau des salariés, de mémoire, 120, 130, 140 personnes qui étaient salariés de l'agence Inter France. Et au niveau des hiérarques, des cadres, des chefs, ils étaient bien pas une vingtaine. Voilà. Là, il n'y en a que 3. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent? Pas grand-chose. Condamné à 15 ans, dégradation nationale, le 16 janvier 51, amnistie favorable. Ils s'en sortent tranquilles et ensuite ils continuent leur vie sans problème. Voilà. Donc, voici pour ce procès escamoté. Mais ce procès, tu peux y aller, ce procès escamoté a été contesté, critiqué, attaqué par la presse de l'époque, notamment par cette revue que je ne connaissais pas, je n'ai jamais trouvé d'exemplaire, cette revue, qui s'appelait Debout, avec un titre un peu proche du canard enchaîné, et le dirigeant d'Interboche. Le texte, vous n'aurez pas le temps de le lire, mais ce n'est pas piqué de verre. Donc il se demande pourquoi les dirigeants d'Inter France ou d'Interboche ne sont pas jugés. Tu peux continuer. Ensuite, vous avez l'Humanité. Évidemment, l'Humanité, il y a un journaliste qui s'appelait Jean Point, qui a publié sur 6, 7 ou 8 numéros, double page sur la presse donc, de la collaboration, plus de 400 journaux traduits. Et parmi ces journaux, il y avait donc l'agence collaborationniste Inter France, qui a eu droit à 2 pages, peut-être 4 pages, peut-être 2 numéros, je ne me souviens plus, bien documentés sur cette agence. Je précise quand même, là, c'est le siège de l'agence Inter France, qui était à ce moment-là, à partir de 1942 de mémoire, au palais Berlitz. Et je soupçonne fortement le secrétaire Makitis, le secrétaire de rédaction de l'Humanité, d'avoir mis Inter France sur le fronton, car de mon point de vue, à mon avis, c'était pas comme ça. Il y avait sans doute une blague, mais Inter France, haut de, je sais pas, 1 mètre, 3 mètres, je sais pas, c'est pas vrai. Mais il fallait frapper l'opinion, hein, c'est normal, c'est la règle du jeu. Donc Inter France, non, parce qu'il y avait aussi dans ce bâtiment d'autres journaux, notamment de province, et même parisiens, et puis après des cabinets d'avocats. Voilà. Donc je voulais aussi aller, et c'est le document, parce que je vous ai dit que je n'ai pas trouvé beaucoup de photos, c'est le document avec la tranche de Sordet, portrait de Sordet, que j'ai bien lu, vous le voyez ici, hein, c'est ce document, et ici Sordet, et là derrière on a mis la balle avec un petit extrait de la citation du texte que vous avez lu tout à l'heure. Voilà. Donc, l'Humanité ne s'est pas privée d'attaquer à juste titre Inter France. Vous avez à droite le Populaire, le journal du parti, le quotidien du Parti Socialiste, au centre de la collaboration Inter France. Vous avez, je peux y aller, vous avez ensuite, une fois que le procès se déroule, Libération, donc c'est pas la Libération d'aujourd'hui, qui était là un journal plutôt socialisant, 49, Le Figaro, qui était un journal de droite conservateur, et Libération que je viens d'évoquer, donc vous voyez comme les procès d'Air France, etc. Et là on arrive, on fait un bond en avant, on arrive à 1950, on était en 49, en 50, un an plus tard, et c'est le cri catalan de Noguera qui attaque l'indépendant, qui en prend plein la gueule, avec Inter France indépendant a cessé d'être de 40 et 44 au service de l'ennemi. Alors il faut dire que Noguera était, vous le connaissez, était maire de Thuir, conseiller général du canton, enfin en guerre. Il a été député, c'est quelqu'un de très important, très connu. Là, à ce moment-là, il était président de notre cour de justice. C'était en 50, donc c'était fini. Il avait été président de notre cour de justice, donc c'était quelque chose aussi de très important. Mais c'était un socialiste. C'était quelqu'un qui avait la nature, qui n'était pas facile. J'en avais parlé avec notamment Raoul Vignette il y a longtemps.
Et il avait un journal qui était le sien, c'était le Républicain du Midi. Le Républicain du Midi, qui était le journal du comité départemental de Libération, qui s'était installé le 19 août 1944 dans les locaux de l'Indépendant, dans le journal du CDL, mais il y a eu des dissensions, des problèmes, etc. Noguer souhaitait avoir une même mise sur ce journal, ça n'a pas été facile, et donc il a repris le cri catalan, et le cri catalan est devenu donc son outil pour notamment attaquer Interfrance, mais aussi se positionner sur un plan politique. Toujours le cri catalan, Brousse, Interfrance, la fin d'une imposture. Donc quand vous lisez ces papiers, c'est sévère. Hein. Voilà, à juste titre. C'est la dernière ou la 20e diapo, alors celle-là je regrette de ne pas l'avoir découverte avant, mon livre était terminé, imprimé. J'ai trouvé ça plus tard, c'est l'Express qui en 1964 publie un article de journaliste très connu, qui a eu son heure de gloire, qui s'appelait Jacques de Rogy, qui a beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie, l'affaire Benbarka notamment. Et de Rogy publie un papier qui s'intitule Les Revenants et qui concerne les anciennes d'Interfrance. Alors vous lisez, c'est un congrès qui se tient à Blois, c'est le premier congrès des hebdomadaires de province, vous vous direz, bon, et alors? Sauf que cette manifestation ces manifestations représentent surtout pour l'équipe qui les anime le couronnement de 15 années d'efforts pour faire renaître discrètement de ses cendres une assez extraordinaire entreprise de presse qui connut ses plus beaux jours sous l'occupation et fut balayée par la libération, l'agence Interfrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1964, les anciens de l'agence Interfrance, comme de bien, la plupart des journaux qui paraissaient pendant la guerre, favorables à la collaboration, qui ont été interdits, les journalistes se sont recyclés, certains dans la presse bourgeoise, je dirais, classique, quotidienne, hebdomadaire, parisienne de province. Bon, ok. Les journalistes d'Interfrance, ceux qui ne sont pas mouillés réellement, qui étaient secrétaires de rédaction, secrétaire de rédaction aussi, au buveur de l'idéologie, en tout cas on peut manipuler l'information. En tout cas, ces journalistes-là se sont casés dans la presse classique, mais d'autres se sont casés dans une presse dirigée, une presse donc pro-Pétain, une presse d'extrême droite, notamment une presse qui était favorable notamment à l'amnistie de Pétain. Donc une presse réellement, voilà. Il y a un journal, bon, Rivarol, il a été créé par quelqu'un qui s'appelait, le nom m'échappe maintenant, qui était le comptable, le comptable de l'agence Interfrance, Maliavin, qui signait sous son nom, le prénom m'échappe, il signait Dacier, D-A-C-I-E-R. Ce type-là, donc, était le comptable de l'agence Interfrance, et c'est lui qui a créé Écrit de Paris, si vous connaissez Écrit de Paris, qui était un magazine créé après-guerre, qui était un journal, un magazine collaborationniste, post-collaborationniste, en tout cas, toujours favorable à la guerre, bien que la guerre soit terminée et perdue, donc des gens d'extrême droite. Donc ces gens-là existaient, et on trouvait ces gens-là, notamment, dans des journaux de province, essentiellement des hebdomadaires de province, qui ont repris le même principe que l'agence Interfrance, une sorte de coopérative, dont une qui s'appelait, je l'ai enlevé, l'ACIP. Alors ACIP, ça voulait dire Agence Centrale d'Information de Presse, qui était dirigée par une ancienne d'Interfrance, dans laquelle il y avait plusieurs journalistes d'Interfrance, et cette coopérative donnait des informations, là aussi dirigées dans les années 60, à ces hebdomadaires de province. Ce qui veut dire que s'il y a ce congrès, c'est pour resserrer les rangs, et je vais à la fin du texte, avant l'élection présidentielle, puisqu'en décembre 65, l'élection présidentielle se profile, et bien assez tôt, 1 an et demi avant, ils se préparent à cette élection, ils fournissent en quelque sorte leurs armes, et il y a Tixier-Vinancourt, vous vous souvenez, qui va se présenter à cette élection, et qui va donc représenter cette extrême droite. Bien, Tixier-Vinancourt a été soutenu par des journaux, des quotidiens, des hebdomadaires, pardon, de province comme ceux-là, des journaux nationaux, je crois que c'est, comment s'appelle-t-il, le journal Aspect de la France, a remplacé l'Action française, qui a été interdit. Bon, ça, c'est des journaux qui existaient toujours, mais ces journaux étaient favorables à Tixier-Vinancourt. Voilà. Donc tous ces gens-là, y compris ces anciens Interfrance, ont contribué à, non pas à l'élection, fort heureusement, mais en tout cas à ce que Tixier-Vinancourt se présente à l'élection
présidentielle 65. Et la dernière diapo, et j'en aurais fini de vous embêter. Non, je ne vous ai pas embêté. Non. Ça va. Pourquoi un si long silence? Alors moi je vois trois raisons, il y en a d'autres sans doute, mais bon, j'en ai mis trois parce qu'elles sont plus simples, celles qui viennent à l'esprit. Bon, l'inopportunité politique du sujet, bon, c'est vrai qu'il était susceptible de mettre en cause les notabilités provinciales, et également c'était contraire à l'apaisement, oui, des consciences et des mémoires. Hein. À Perpignan, bon, voilà, et partout, c'était pareil. Bon, il est évident aussi qu'à cela s'ajoute la consulta à la strate de l'oubli, mais ça c'est une évidence de le dire. La deuxième raison, c'est ce déni d'existence d'une officine de la trahison et l'obscénité qui en résulte. Parce que quand vous lisez, par exemple, certains livres de cette époque, ou certains articles de cette époque, que ce soit dans Je suis partout, dans l'œuvre, dans Combat, avec Ness, qui était, donc pas l'autre Combat, qui était le journal de la milice, le hebdomadaire de la milice, il faut se boucher le nez, hein, les narines. Donc c'est vrai que c'est nauséabond. Alors, l'Interfrance a publié aussi des articles plus modérés, parce que c'était une agence qui s'adressait à une presse de province qui n'est pas nécessairement de son bord, et qu'il fallait convaincre, donc il ne fallait pas la rebuter, mais n'empêche qu'il y a des articles qui ne sont pas piqués de verre, notamment des articles antisémites. Okay, voilà. Donc c'est sûr que à un certain moment, et jusqu'à très peu, et même encore jusqu'à maintenant, certains historiens ou certains journalistes répugnent donc, dans le monde littéraire, scientifique et éditorial, à manipuler cette information et à publier. Pensez à Céline, toutes les polémiques qu'il y a autour des livres antisémites de Céline. Pensez par exemple aux décombres de Rabaté qui ont été réédités il y a quelques années dans la collection bouquin, mais ça a été réédité, certes, mais avec un appareil critique conséquent. Chaque mot est analysé, pesé, c'est contextualisé, etc. Pensez aussi à Mein Kampf, qui a demandé à tout un appareil d'historiens français et allemands de relire, de travailler, de contextualiser, d'expliquer, de commenter le contenu de ce livre. Donc voilà. La troisième et dernière raison, et là c'est celle qui m'engage le plus, les autres aussi, mais je trouve que la curiosité des universitaires, des historiens universitaires, là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il y en a deux ou trois, je vous l'ai dit, qui en ont parlé, cette agence notamment, oui, mais je ne suis pas le premier à découvrir cette agence. Il y a des personnes avant moi qui ont eu accès à cette agence en archive, parce qu'ils ont lu les livres, je vous ai dit tout à l'heure, Coston, les livres de Dieudonné sur l'argent de la presse, etc. Donc, pourquoi personne ne s'est intéressé à cette agence? Pourquoi les universitaires n'ont pas fait travailler les étudiants? Et surtout, pourquoi eux ne se sont pas penchés sur ce sujet? C'est agaçant, je ne comprends pas. Et enfin, il y a le désintérêt éditorial de la part des maisons d'édition. Souvenez-vous, dans les années 80, l'histoire, ça flambait. C'était la nouvelle histoire, Montaillou, village occitan, un livre qui était assez rebutant. C'est pas un livre quand même à donner à tout le monde, qui se lit relativement facilement, mais qui n'est pas un roman. Et bien dans les années 80, à partir de ce bouquin, il y a eu une explosion des livres d'histoire. Ça a duré pendant 15-20 ans, mais maintenant, je vous l'assure, l'histoire n'a plus de fin. L'histoire ne fait pas comment dit-on, recette. Voilà. L'histoire ne fait pas recette, et pour ma part, j'ai eu du mal à trouver un éditeur qui veuille éditer ce livre tel que je le souhaitais, c'est-à-dire avec tas d'informations, parce que ce qu'il souhaite évidemment, c'est un livre allégé, il faut couper, il faut donc passer par là, et même si j'avais coupé, il y en avait deux ou trois qui étaient intéressés, je peux vous les citer. Il y avait le CNRS, l'édition du CNRS qui était intéressée. Pourtant, le CNRS, c'est CNRSE. On se dit, ça va, ils vont s'intéresser à ça. C'est délicat, c'est embêtant, c'est un livre qui est. C'est pas le contenu, mais c'est lourd, ça se vend pas, c'est difficile, quand même, il faut qu'on amortisse. Vous avez qui c'est qui était très. Belin était très intéressé. Belin a failli le prendre. Mais manque de bol, il y a le changement du directeur du département histoire. Alors le directeur qui était intéressé, ou plutôt la directrice qui était intéressée par le bouquin, mais qui me demandait des coupes, on négociait, bon, oui, non, oui, paf,
Un autre type arrive, il dit, non, trop cher, parental, un truc comme ça, 600 pages, personne ne va l'acheter. Un sujet comme ça, personne ne connaît. Alors ça me fout hors de moi. Si le rôle des journalistes et des historiens n'est pas de faire connaître ce que le grand public ne connaît pas, à quoi servent-ils? À quoi servent-ils? Alors quand on vous dit, quand un éditeur, ouais, personne ne connaît, ça ne se vendra pas, mais c'est leur boulot. Et le dernier, c'était qui? Je ne me souviens plus, Belin et Fayard. Il y a Fayard qui était intéressé aussi, un petit peu moins. Fayard, vous le savez, qui était quand même, dans les années 30, éditeur plutôt de revue d'extrême droite. Voilà. Donc j'avais fini, et j'espère que je ne vous ai pas oublié, que ça vous intéresse. Le nombre de lecteurs d'un côté et le poids qu'avait cette agence de l'autre, on se dit, mais alors ça n'exonère, je suis pas. Mais il y avait aussi le reste, parce que on tourne à 5 millions d'exemplaires, grosso modo, qui sont alimentés par cette agence, quand la presse d'extrême droite qu'on nous cite d'habitude, au maximum ça fait 1 million. Quoi. Et donc je me dis. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, moi c'est ça aussi qui m'a effectivement surpris. Pas de questions? Au moins une. Au moins une, ça fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir combien ça pouvait coûter un journal comme ça. Enfin, une agence comme ça? Donc combien les journaux pouvaient coûter pour les lecteurs, combien ça coûtait un journal à acheter, quel était le prix du journal, parce que pendant la guerre, les gens ils avaient des problèmes financiers. Enfin, donc voilà, est-ce qu'ils achetaient des journaux parce que ils avaient du mal à acheter à manger, alors. Oui, le prix du journal. Enfin, le prix d'un journal, comme l'Indépendant, etc. Comme l'Indépendant ou un autre, hein. Oui, donc c'était pas grand-chose. Je ne peux pas vous donner le chiffre, je ne l'ai pas de tête. Je suis comme Giscard, je me demandais le prix du métro, il n'a pas su. Voilà, je vais vous poser le col. Donc vous me torturez. Mais non, c'était pas grand-chose. Mais la presse papier, c'est quelque chose, encore une fois, qui était important. Et on avait toujours l'habitude, ne serait-ce qu'en province, tout le monde était, beaucoup de personnes, beaucoup de Catalans, de Motionnais, étaient abonnés à l'Indépendant. Bon, c'était le journal d'ici pour avoir l'information du village, il fallait être abonné. Donc je pense, de mon point de vue, je pense que l'abonnement aux travailleurs catalans aussi, hein, après 36, c'est pas gratuit, mais je pense que les gens ne regardaient pas avant-guerre trop ça, mais avant-guerre, on vivait relativement bien. Et pendant la guerre, pour ce que j'ai trouvé, l'Indépendant vivait bien. Donc si lui, le journal Indépendant, vivait bien et même a fait des bénéfices, puisqu'il a pu créer un deuxième journal, vous l'avez vu, qui s'appelait Midi Soir, et qui en plus a pu élargir sa zone de diffusion à Béziers, d'abord, et ensuite à Montpellier, bon, d'abord en Narbonne, Carcassonne, Béziers, Montpellier, ça c'est Georges Grosse qui l'avait souhaité, c'est-à-dire devenir non plus un journal départemental et départemental, mais un journal régional, au même titre que l'Éclair, le Petit Méridional ou l'autre côté la Dépêche, c'est qu'il y avait quand même des sous, sinon il n'aurait pas pu le faire. Il faut dire aussi que l'Indépendant avait des sous, parce que je cite ce gars parce que c'est celui que je connais, hein, le mieux. L'Indépendant avait des sous, puisque ils ont pu soutenir des familles dont le père, le fils, était à la guerre, déporté, mort. Donc les indépendants avaient une sorte de caisse de retraite interne qui permettait donc de solidarité, qui permettait au journal de subvenir aux besoins de certaines familles qui étaient dans la dèche, du fait de la disparition ou du départ de mari ou de père. Donc oui, ces journaux avaient de l'argent. Donc s'ils avaient de l'argent, c'est qu'ils avaient des lecteurs. S'ils avaient des lecteurs, c'est qu'ils avaient des abonnés et des acheteurs au numéro. Mais je ne me souviens plus du prix au numéro. Ah quand même, ça m'agace. Inter-France était lu par la radio, donc Radio Paris, Radio Paris-Man. Et aussi, peut-être, était-il abonné à l'agence télégraphique Inter-France. Mais là, je ne peux pas vous répondre catégoriquement. Je pense que oui. Mais le responsable, il est intervenu à la radio. Ah oui, Sordet a été invité plusieurs fois à la radio. Sordet a fait, à l'Air, etc., a fait des conférences. Ils ne sont pas venus à Perpignan, mais ils se sont déplacés dans des villes de province, notamment un grand savant, Georges Claude, qui était un grand savant à l'époque,
qui a rejoint la collaboration et qui était une sorte de Missi Dominici, qui s'est déplacé en province et qui faisait la promotion de Vichy et de la collaboration à partir notamment de plaquettes dont certaines étaient éditées par la maison d'édition Interfrance, parce que pour avoir une maison d'édition, il faut aussi avoir une imprimerie. Donc, puisqu'ils avaient une imprimerie, ils sortaient de petites plaquettes qui étaient diffusées. Et d'ailleurs, j'ajouterais que, et ça j'ai trouvé ce cas pour l'indépendant, non seulement l'agence Interfrance, Vichy, demandait aux journaux de province, en l'occurrence l'indépendant, puisque c'est là où je l'ai trouvé dans les archives, de publier les informations, par exemple, de Georges Claude, c'est-à-dire faire la promotion du livre de Georges Claude, dont le titre m'échappe, qui vante les mérites de la collaboration, d'une part. Si vous faites ça, écrivez le patron d'Interfrance soutenu par Vichy, vous aurez du papier, parce que vous savez que le papier était contingenté, donc vous aurez un quota supplémentaire de papier, et même vous aurez des sous. Je précise que Georges Gross a refusé, j'en parle dans le livre, tu dois avoir lu, il y a l'échange de lettres, a refusé de publier ces documents, et donc il s'est un petit peu, en quelque sorte, il s'est fâché avec Sordet, n'empêche qu'il a continué, je parle de l'indépendant, à publier quand même les dépêches. Donc vous voyez, non seulement ils éditaient, et puis ils imprimaient, ils promotionnaient, ils imposaient des plaquettes favorables à la collaboration, et même ils avaient des mesures de rétorsion appuyées par Vichy pour imposer les journaux et journalistes la publication des ouvrages en question, ou tout au moins d'en parler.